Aujourd'hui, on parle d'alimentation, on parle de nutrition. Il y a une petite nuance entre les deux. On parle d'hydratation et on va même parler de compléments alimentaires parce que c'est un sujet important. Donc ce soir, je vais essayer de détruire quelques mythes sur l'alimentation parce que c'est devenu un peu n'importe quoi sur Internet. Et même dans les bouquins, il y a plein de bouquins que je vois sortir qui racontent des belles conneries aussi. C'est pas parce que un contenu est imprimé sur du papier qu'il est forcément 100% véridique et 100% rationnel. On va essayer de démystifier tout ça, de simplifier tout ça, de voir où est-ce qu'il faut poser les bons efforts pour respecter un petit peu la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est cette loi qui dit que 20% de vos efforts feront 80% des résultats. C'est vrai dans le travail, c'est vrai aussi avec la santé, et encore plus avec la nutrition, enfin encore plus. Dans tout ce qui touche à la santé, c'est vrai. On va rappeler les bases, on va rappeler les fondamentaux. Il peut toujours partir des fondamentaux, des grands principes. On va contextualiser, parce que la nutrition, c'est une chose, mais ça dépend de vous, ça dépend du contexte dans lequel vous vivez. Vous vivez en ville, vous vivez à la campagne, vous vivez dans un pays occidental au XXIe siècle, ou vous vivez dans le même pays 2 siècles avant, c'est pas le même contexte, ça fait des différences. On va essayer de désigner les vrais ennemis, les vrais coupables. On va parler un peu de stress aussi, parce qu'il y a évidemment des liens entre le stress et l'alimentation. On va parler un petit peu d'hydratation, de compléments alimentaires, je vous l'ai dit, et on va dresser un plan d'action pour la semaine et quelques défis aussi. J'ai quelques surprises pour vous, quelques défis comme hier. Je vous réserve ça pour la fin. Allez, j'enchaîne. Voilà, pourquoi on se prend autant la tête? Parce qu'en fait, là, parmi vous, à mon avis, il y a une minorité de gens qui ne s'intéressent pas du tout à la nutrition, qui n'y connaissent rien. Et je pense qu'il y a une majorité de gens qui s'y intéressent déjà, qui ont déjà compris que c'était un levier important pour le bien-être, pour la santé physique et mentale, mais qui se retrouvent face à une multitude d'informations complètement contradictoires partout sur Internet et dans les livres aussi, comme je l'ai dit. Et donc, en fait, on ne sait plus quoi penser. On ne sait plus où donner de la tête parce que un tel dit quelque chose, puis l'autre dit son contraire, puis lui, il dit encore quelque chose qui n'a rien à voir, et tout le monde se contredit en permanence. C'est l'enfer. On n'y comprend plus rien. Donc, pourquoi on se prend autant la tête? Parce que tout le monde donne son avis sur le sujet, même des idéologues qui auraient leur place en hôpital psychiatrique. Je n'ai pas peur des mots. Il y a des gens sur Internet qui souffrent psychologiquement et qui, du coup, adoptent des comportements alimentaires extrêmes, qui s'embarquent dans des troubles du comportement alimentaire et qui en parlent comme si c'était une vérité absolue. C'est la réalité. Il faut en avoir conscience. D'autres raisons, parce qu'il y a énormément d'intérêts économiques en jeu. Il y a énormément d'intérêts financiers en jeu, donc il y a des lobbies qui font du lobbying et qui vont prêcher leur paroisse. Il y a les lobbies de la viande, il y a le lobby du végétal, il y a des lobbies partout. Donc en fait, quand on veut savoir ce qu'il en est, il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir aux bases. Il faut toujours faire attention et trier l'information, il faut faire preuve d'esprit critique. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Parce que quand on est quelqu'un d'anxieux, on adore mettre de la complexité, on adore rendre tout très rigide, on adore tout contrôler. Ça, je le sais parce que j'ai été comme ça pendant des années. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition en 2011, 2012. Et pendant des années, j'ai cherché le régime parfait, j'ai cherché la formule parfaite. J'ai cherché le cheat code ultime parce que j'étais obsédé par la rigidité, par le contrôle. Ça relève beaucoup de la psychologie. On en parlera aussi, on aura l'occasion d'en parler dans le dernier live. Mais il faut sortir de ça. Je sais que c'est facile à dire. Pourquoi c'est facile à dire? Je l'ai écrit parce que souvent, quand on est quelqu'un d'anxieux, quand on est obsédé par le contrôle, par la rigidité, au fond, en fait, ce qu'on cherche, c'est à rajouter de la complexité pour avoir toujours l'esprit occupé. Parce qu'en fait, si finalement on réalise qu'on peut lâcher prise et qu'il n'y a pas besoin de faire autant d'efforts, qu'il n'y a pas besoin de mettre autant de complexité, ben en fait, on souffle un bon coup et du coup, il n'y a plus de stress. Mais alors, qu'est-ce qui reste? On se retrouve face à nous-mêmes et ça nous fait peur. Et en fait, on devient accro au stress. Et ce stress, en fait, il vient beaucoup de cette fâcheuse habitude de tout complexifier, de tout contrôler. Tout ça est très lié. Et enfin, et ça aussi c'est une erreur que j'ai faite de nombreuses fois, c'est parce qu'on pense que l'alimentation, en fait, ça va être le principal levier pour régler tous nos problèmes. Ça n'est pas le cas. L'alimentation, c'est un des éléments de l'équation, mais ça n'est pas plus important que l'activité sportive et le mouvement, ça n'est pas plus important que votre entourage et votre vie sociale, ça n'est pas plus important que la qualité de votre sommeil, c'est un élément parmi d'autres. Donc en fait, le problème, c'est qu'on manque souvent de vision d'ensemble, on manque souvent de vision systémique. Ça, c'est le terme que j'utilise le plus souvent. On peut dire aussi holistique, ça veut dire la même chose. Malheureusement, je trouve que le terme holistique, il est un peu galvaudé. Aujourd'hui, on l'associe beaucoup trop facilement à tout ce qui touche au spirituel. Et donc, je ne l'utilise pas parce que je sais que parmi les gens qui s'intéressent surtout à la rationalité, en fait, ils vont rejeter tous les gens qui utilisent le mot holistique, alors que malheureusement, ils auraient aussi des choses intéressantes à apprendre. J'ai noté d'autres idées en commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que vous prenez énormément la tête avec l'alimentation? Je vous lis. Alors, Ali Manouti, je souhaite de l'anxiété liée à ma santé et le marketing médical nutrition sur Instagram a gravement empiré les choses. J'ai mis du temps à faire le lien avec les réseaux sociaux, malheureusement. Évidemment, et c'est pour ça que j'ai commencé ce challenge par le live d'hier, par le sujet d'hier, qui consiste à faire un grand ménage pour souffler un bon coup, pour faire baisser toute cette stimulation
des réseaux sociaux, toute cette stimulation sensorielle qui n'arrête pas et qui nous met en fait dans un état de stress chronique constant. Et quand on est à un niveau de stress élevé, on ne peut pas être lucide et on n'arrive pas à s'écouter. Ça, je vais y revenir aujourd'hui. Lucide, pour moi, ça rejoint un peu le truc qu'on est énormément dans le faire, planifier, prévoir, pour revenir un peu dans l'être. Exactement, c'est exactement ça. On est tout le temps en train de faire quelque chose parce qu'on a oublié qu'on avait le droit de s'ennuyer et qu'on a oublié que la vie, c'est des cycles, qu'il y a des phases d'action et pour que les phases d'action soient efficaces, il faut des phases d'inaction. On est tout le temps en action, on est tout le temps stimulé. Et donc, on oublie d'être plus pour les performances sportives. Du coup, j'ai souvent besoin de beaucoup de lucide. Enfin, du moins, ça m'aide à être performant de mon côté. Tout à fait, Thibaut, on va en parler. C'est très intéressant. C'est vrai que c'est un problème, ça, quand on est obsédé par la performance et par la prise de muscle, par exemple, on a tendance à être un petit peu utilitariste dans son approche de la nourriture. Je connais très bien ça, pour faire du sport depuis des années. Et c'est quelque chose dont il est très difficile de se débarrasser. Et d'ailleurs, c'est pas forcément le but de s'en débarrasser complètement. C'est pas inintéressant de chercher à optimiser sa nutrition quand on a des objectifs de prise de muscle, des objectifs de performance. Mais c'est pas le cas de tout le monde ici. Donc, il faut vraiment adapter. Depuis que je souffre de stress chronique, j'ai compris le lien entre le deuxième cerveau et l'alimentation. On va en parler, le lien entre ce cerveau-là et le cerveau de l'intestin, qui pour moi est le troisième cerveau, parce que le deuxième cerveau, il est dans le cœur. On a des neurones dans le cœur, figurez-vous. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, il y a un an. Perso, je mange de plaisir. Le problème, oui, le problème, c'est de trouver des aliments riches en nutriments. On va en parler. Ça arrive, ça arrive. Est-ce qu'il y a un intérêt à suivre ses calories macro avec une appli comme MyFitnessPal? Tout dépend de tes objectifs. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je trouve que c'est trop de contraintes, trop de rigidité, trop de charge mentale. J'ai déjà bien assez de choses à gérer. Je ne peux pas me rajouter ça. Je ne suis pas sportif de haut niveau. Je trouve que c'est trop. Peux-tu nous faire une journée type dans ton assiette? On va en parler aussi. Allez, j'enchaîne. Sinon, on va jamais terminer. Alors, je voulais faire un petit point quand même. Que je vous parle de fondamentaux. Les fondamentaux, c'est à quoi ça sert, l'alimentation? Quel rôle ça joue à la base? Parce que ça peut jouer des rôles de substitut pour se sentir mieux dans sa tête, mieux psychologiquement, mais ça, c'est l'alimentation qui sert de béquille. Et c'est pas quelque chose de fondamental, c'est pas tout à fait naturel. Alors, l'alimentation fournit la matière première à partir de laquelle le corps produit l'énergie. Votre corps, il fonctionne il tourne, tous ces processus, tous ces mécanismes tournent grâce à de l'énergie qu'il a lui-même produit à partir de macronutriments, de nutriments qui sont dans votre alimentation et à partir de l'oxygène que vous respirez. L'oxygène, ce sera le sujet d'un autre live. Ce soir, on va se concentrer sur les nutriments. Cette alimentation, elle fournit aussi des éléments dont votre corps a besoin pour pouvoir produire ces réactions, pour pouvoir produire de l'énergie. Ce que je veux dire, c'est que, rappelez-vous de vos cours de physique-chimie au collège, lycée, quand on faisait brûler une allumette, par exemple, on disait qu'il y avait un combustible et un comburant. Le combustible, c'est la cire sur l'allumette et le comburant, c'est l'oxygène. Dans le corps, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, mais du coup, l'idée, c'est que votre alimentation, elle joue différents rôles et elle est indispensable pour votre corps, pour que votre corps produise de l'énergie et puisse fonctionner correctement. Et qu'ensuite, toutes vos fonctions puissent fonctionner. Que vous puissiez réfléchir, que vous puissiez avoir un bon système immunitaire, un bon système digestif, un système musculaire fort, un bon système nerveux, etc., etc. Ensuite, le corps, il produit des hormones aussi, à partir des nutriments. Par exemple, la vitamine D est très importante pour que le corps puisse produire correctement de la testostérone. Ensuite, la flore intestinale, qui, elle, se nourrit de ce que l'on mange. La flore intestinale, c'est un ensemble de centaines de millions, si ce n'est de milliards de bactéries qui peuplent vos intestins, qui sont bénéfiques pour vous, qui se nourrissent d'une partie de ce que vous consommez. En fait, quand vous mangez, vous nourrissez aussi votre flore intestinale. Elle fait partie de vous. Et elle est extrêmement importante parce que c'est elle qui va vous permettre de mieux dégrader les aliments et de mieux les assimiler dans l'intestin. Et c'est aussi elle qui va jouer un rôle très important pour le système immunitaire, pour avoir une bonne immunité. Il y a encore d'autres choses, mais je ne peux pas trop développer, sinon on en a pour 3 heures. Et enfin, il y a une dimension sociale. Le repas, c'est un moment de partage. Traditionnellement, c'est un moment où on est avec d'autres gens, où on échange, etc., etc. De moins en moins. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui mangent seuls, et même parfois qui mangent devant un écran, qui sont encore dans le virtuel quand ils mangent. Voilà, l'alimentation, ça sert à tout ça. Les nutriments, ça sert à tout ça. Et surtout, il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment la base. Allez, j'ai parti, on enchaîne. Alors, poser les bases, c'est plus important que les remèdes miracles. Et les remèdes miracles, globalement, ça n'existe pas vraiment. Les bases, la base de la base. Le premier focus, c'est est-ce que ce que je mange est dense en nutriments? Je m'explique. Il y a 3 macronutriments. Les glucides, donc les sucres, les protéines et les lipides. Les lipides, ce sont les graisses. Et après, il y a aussi tous les micronutriments. Macro, c'est gros, micro, c'est petit. Il y a les micronutriments. Donc les micronutriments, c'est tout ce qui va être les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, tout ce qui permet de digérer correctement, etc., etc. Le but, c'est que les aliments que vous consommiez, ils soient le plus denses possible en nutriments. Par exemple, un filet de poulet, il y a 20 grammes de protéines pour 100 grammes, mais dans la majorité des cas, ce filet de poulet, il vient d'un poulet qui n'est pas forcément un poulet qui a mangé des vers de terre dans une terre extrêmement fertile. Il a peut-être grandi dans des conditions pas ouf, nourri avec du maïs. Donc en fait, sa viande, sa chair est pauvre en micronutriments. Elle contient peu de vitamines et peu de minéraux.
Contrairement au poulet, si vous mangez, on va prendre une source de protéines pour que ce soit assez comparable, si vous mangez des fruits de mer, par exemple, ben, ils vont être beaucoup plus riches en micronutriments. Et là, préférentiellement, on va se tourner plutôt vers les fruits de mer. Bon, si vous n'aimez pas les fruits de mer, il y a d'autres exemples, il y a d'autres options, ça n'est qu'un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est concentrez-vous sur la densité nutritionnelle. Je vais y revenir. Bon, bah, la suite, je vous l'ai déjà développé. 3 macronutriments: protéines, lipides, glucides. Une base parmi les bases, c'est d'avoir un peu de ces 3 macronutriments à chacun de vos repas. Au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Je prends le modèle traditionnel des 3 repas par jour parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Surtout si vous êtes quelqu'un de stressé, auquel cas vous feriez mieux de ne pas trop faire de jeûne intermittent et toutes ces choses-là, mais je vais en reparler derrière. J'y reviendrai. Ensuite, arrêtez de chercher le régime parfait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de régime idéal pour l'humanité. Il y a des grandes tendances qui sont communes, des grands principes qui sont communs à tous les êtres. On a besoin de glucides pour produire de l'énergie, c'est ce qu'il y a de plus facile. On a besoin de lipides pour produire des hormones et pour que le cerveau puisse fonctionner correctement. On a besoin de protéines pour reconstruire tous les tissus, pour construire du muscle, pour produire aussi des neurotransmetteurs comme la dopamine dont on parlait hier, etc., etc. Mais ces macronutriments-là, ces briques-là, elles peuvent venir d'aliments différents. Et en fonction des régions du monde, en fonction des différentes ethnies, de l'évolution, eh ben, on est plus ou moins adapté à certains aliments. Donc, plutôt que de chercher le régime parfait, le régime idéal, et d'en faire une obsession, comme ça a été mon cas pendant des années, faites preuve de bon sens. J'ai même écrit: faites preuve de bon sens paysan. Que mangeaient vos grands-parents? D'où est-ce que vous venez? Quelles sont vos origines génétiques, ethniques? C'est extrêmement important. Que mangeaient vos ancêtres? Vous aurez déjà une piste de réflexion intéressante pour savoir à quels aliments est-ce que vous êtes potentiellement adapté. Ensuite, il faut être à l'écoute de ses sensations et de ses instincts. Et pour ça, le meilleur moyen pour être correctement, pour être capable de s'écouter, en fait, d'écouter ses sensations, d'écouter ses instincts, bah, c'est de gérer son stress. C'est d'être en forme. Vous avez déjà remarqué, si vous faites une soirée arrosée, que vous dormez 5 heures, que vous couchez à 6 heures du mat, vous vous levez à midi, au réveil, votre instinct, il vous dit fonce au kebab, fonce au McDo, mange de la merde bien, bien sucrée, bien gras. Dans ces moments-là, vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens. Vous êtes totalement instable émotionnellement, votre système nerveux il est fatigué, et donc vous allez vous tourner vers des aliments de très mauvaise qualité. D'où le lien entre gestion du stress, santé mentale, énergie, sommeil et alimentation. Et quand vous êtes en bonne forme, quand votre système nerveux est régulé, quand votre système nerveux fonctionne bien, dans ces cas-là, en général, vos intuitions, vos instincts, ils sont sains, ils sont bons, et vous allez avoir envie d'aliments dont vous avez besoin. Vous avez peut-être déjà eu une envie frénétique de chocolat noir, peut-être que c'est parce que votre corps réclamait du magnésium. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? Se concentrer sur son repas quand on mange. Bah, ça paraît con, mais c'est ultra important. Pour moi, c'est une des bases. Si vous mangez en regardant une série, votre cerveau ne se rend pas compte que vous êtes en train de manger, vous prenez moins conscience, vous êtes moins dans la sensation, donc vous allez manger plus, vous allez moins ressentir la satiété, parce qu'en fait, la satiété, c'est quoi? C'est votre estomac se remplit, votre corps détecte que la nourriture a rempli l'estomac, donc il va sécréter une hormone qui s'appelle la gréline, et qui va dire au cerveau: ça y est, on n'a plus faim, on arrête. Quand vous êtes distrait en mangeant, vous ne sécrétez pas correctement cette hormone, et vous avez moins cette sensation de satiété, donc vous allez manger plus. Et aussi, point suivant, mâcher suffisamment. Ça aussi, c'est con, mais ça fait une énorme différence. De bien mâcher les aliments, parce que c'est quand on mâche qu'on commence à digérer les aliments. La salive prédigère les aliments. Et des aliments qui sont déjà correctement prédigérés vont être plus facilement digérés, vont dépenser moins d'énergie pour être digérés. Et donc, ça va vous apporter plus d'énergie et ça va vous faire du bien. Ça va moins vous fatiguer que la digestion. Et donc, c'est très lié au point précédent, parce que si vous êtes en train de manger devant une série, bah, vous n'allez pas faire attention, vous allez moins mâcher les aliments, vous allez tout engloutir, et vous allez vous retrouver avec une brique dans l'estomac, et ça va vous mettre un coup de barre de dingue, et vous allez être mort pendant 2 heures, vous allez boire un double expresso pour compenser, et là, c'est le cercle infernal. Dernier point, parce que je trouve que c'est important aussi, accepter que votre budget bouffe, c'est une priorité absolue, en fait. Je supporte pas les gens qui sortent des excuses et qui ont des excuses pour tout et n'importe quoi et qui refusent le concept de responsabilité. Quand on me dit j'ai pas les moyens de bien manger, dans une minorité des cas, c'est vrai. Dans une majorité des cas, en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a aucun problème pour prendre un mojito à 14 euros au bar, mais quand il s'agit d'acheter de la nourriture de qualité, il n'y a plus personne. Et ça, c'est une tendance générale pour plein de gens. Moi-même, ça m'est arrivé. Ça n'est pas acceptable, en fait. Engagez-vous face à vous-même, prenez vos responsabilités et acceptez l'idée que la nourriture, c'est extrêmement important. Il faut y mettre le budget. Et non seulement il faut y mettre le budget, mais en plus, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Le budget que vous allez investir dans une bonne nourriture, c'est plus d'énergie, plus de clarté mentale, une meilleure humeur. Et donc, en fait, ça va vous avantager dans tous les aspects de votre vie. Peut-être même que ça va vous aider à gagner plus d'argent. C'est même une certitude. Je lance l'idée comme ça. J'ai l'impression d'entendre mon frère, il dit la même chose sur la nutrition. Ben, ça ferait plaisir de rencontrer ton frère. Parle-lui du challenge, parle-lui de mon Instagram. Allez, on continue. Alors ça, c'est extrêmement important. La nutrition, c'est 3 axes. L'alimentation, la nutrition, c'est 3 axes. Qu'est-ce que j'ingère? Qu'est-ce que je mets dans ma bouche
Premier axe. Comment est-ce que je digère? Est-ce que mon estomac, est-ce que mes organes fonctionnent bien? Est-ce que mon foie fonctionne bien? Est-ce que ma vésicule biliaire fonctionne bien? Est-ce que mon pancréas fonctionne bien pour produire des sucs gastriques, pour digérer les aliments? Est-ce que tout ça fonctionne bien? Deuxième point. Et enfin, est-ce que mon intestin, est-ce que ma barrière intestinale est en bon état? Est-ce que ma flore intestinale est en bon état? Et donc, est-ce que j'assimile bien les aliments qui ont été digérés? L'assimilation, en fait, c'est ce phénomène qui fait que les aliments arrivent dans l'estomac, ils sont dégradés, ensuite ils passent dans l'intestin. Et si l'assimilation se fait correctement, alors tous les nutriments vont passer à travers la barrière intestinale, ils vont passer dans le sang et vont pouvoir circuler dans tout l'organisme. Ça, c'est aussi important que ce que vous mangez. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde s'est concentré uniquement sur qu'est-ce que je mange. Et je l'ai écrit d'ailleurs, non seulement on se focalise trop sur l'alimentation quand on s'intéresse à la santé de manière générale, on fait trop cette erreur, mais en plus, une fois qu'on s'intéresse à la nutrition, on se concentre uniquement sur ce qu'on mange, sur ce qu'on avale, alors que c'est juste le début en fait. C'est une grave erreur, et encore une fois, c'est un manque de prise de recul sur la santé, c'est un manque d'approche systémique. Moi, j'ai toujours eu une approche systémique, une approche globale des choses, et c'est pour ça que le premier live, c'était sur la dopamine, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de nutrition, demain, on va parler de sommeil, et qu'après-demain, on va parler de stress. Vous allez mieux comprendre au fur et à mesure. Qu'est-ce que je conseille dans ce cas-là? Les probiotiques. On va y revenir, t'inquiète pas. Mais oui, je peux conseiller des probiotiques. Et pour moi, les probiotiques, c'est une béquille. Si tu fais tout correctement, si tu respectes les principes de base, ta flore intestinale est en bon état et tu n'as plus besoin de probiotiques. Je continue. Donc, la nutrition, c'est pas uniquement ce que vous avalez, c'est aussi une affaire de digestion, c'est aussi une question d'assimilation. Et oui, je vous ai dit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens étaient obsédés par ce qu'ils avalent et ne se concentrent pas sur le reste. Je vais prendre l'exemple des gens qui font de la muscu. J'en fais. Je connais ce milieu depuis 2009. J'ai vu l'évolution de ce milieu. J'ai vu les gens qui ne s'intéressaient pas à la nutrition se mettre à s'y intéresser et à complexifier les choses beaucoup plus que ce qu'il ne faut. Le problème souvent, c'est que on va vous dire, par exemple, pour prendre du muscle, il faut consommer 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Et ceci, et cela, et cela. Ok, très bien. Mais si vous dormez mal, si vous allez à la salle 6 fois par semaine et qu'en plus vous avez un boulot épuisant et qu'en plus vous avez vos enfants à gérer et qu'en plus vous avez ci, vous avez ça, vous vivez dans une ville, c'est pollué, il y a du bruit, il y a machin, il y a tout ça, votre corps il est épuisé. Et donc si vous allez au sport 5-6 fois par semaine, vous allez épuiser votre système. Et donc vous allez altérer votre capacité à digérer les aliments, vous allez moins bien assimiler parce que votre foie il sera fatigué, votre vésicule biliaire sera fatigué, votre flore intestinale elle sera déséquilibrée parce que tenir un rythme de vie aussi hardcore, ça génère du stress chronique. Et donc en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez dépenser énormément d'argent dans vos courses pour acheter des aliments de qualité parce que vous faites un minimum d'efforts, mais en fait sur ce que vous allez manger, vous allez digérer et assimiler que la moitié et tout le reste ça va sortir comme c'est rentré. Vous voyez ce que je veux venir, vous voyez où je veux en venir. C'est quelque chose qu'il faut prendre de manière globale. Sinon, on fait forcément fausse route. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc important. Beaucoup d'aliments sont mal adaptés à l'alimentation humaine. Ils peuvent être mal digérés, ils peuvent épuiser l'organisme et ils peuvent agresser la barrière intestinale. Et du coup, quand vous mangez ce type d'aliments, bah, vous allez entraver la digestion, vous allez entraver l'assimilation. Et donc là, je ne parle même pas de facteurs externes comme le sommeil, le stress, etc. Je parle d'aliments qui sont tellement mal adaptés pour vous qui vont altérer votre digestion, votre assimilation. Alors, qui sont les vrais ennemis? Qui sont les vrais ennemis? Ben, vos vrais ennemis, ce n'est pas les aliments que vos ancêtres consomment depuis des siècles, parce que, en fait, le bon sens paysan existe. Si vos ancêtres ont consommé pendant des décennies, voire des centaines d'années des aliments, et qu'ils étaient encore là pour avoir des enfants qui sont vos parents, qui ont eux-mêmes eu des enfants, qui sont vous-même, bah, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Dans certaines régions du monde, si on a consommé des produits animaux depuis des années, si on a consommé des abats, si on a consommé des légumes racines, si on a consommé, je sais pas moi, des os à moelle, ce genre de trucs, c'est qu'il y a une raison. On y reviendra. Donc, en général, c'est plutôt bon signe. Hein. Si vos ancêtres consommaient quelque chose, il y a de grandes chances que ce soit bon pour vous. Qui sont vos vrais ennemis? Bah, pas non plus les produits animaux. J'ai fait partie de ces gens qui ont cru à ce narratif comme quoi la cause de tous nos problèmes, c'était les produits animaux. J'en suis revenu depuis que j'ai pris du recul, que j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, que j'ai fait preuve d'un peu de nuance. Non, les produits animaux ne sont pas problématiques. Ce qui peut poser problème, c'est des produits animaux issus d'animaux mal nourris, élevés dans des mauvaises conditions, etc. etc. Mais l'humain, de tout temps, dans la majorité des endroits du globe, je dis bien la majorité parce que c'est pas vrai partout, à consommer des produits animaux. Et dans les produits animaux, il y a des substances qui sont extrêmement importantes pour nous et dont on peut difficilement se passer, à part en se blindant de compléments alimentaires. Mais moi, je suis partisan des compléments alimentaires, mais je suis pas partisan d'en prendre 30, d'en prendre une trentaine tous les matins. Toujours pas les produits laitiers. Enfin, ça dépend lesquels. J'ai cru aussi que les produits laitiers étaient mes ennemis jurés, et pendant longtemps, j'en ai pas consommé, pensant que ça allait me faire du bien. Il se trouve que, encore une fois, prenez un peu de recul. Si votre système est en bon état, si vous gérez le stress, si vous n'êtes pas en stress chronique tout le temps, si vous n'êtes pas épuisé,
bah alors vous allez normalement pouvoir digérer correctement les produits laitiers, surtout les produits laitiers crus, parce que les produits laitiers fermentés, pardon, les produits laitiers pasteurisés, la pasteurisation, c'est qu'on chauffe à trop haute température pendant une très courte période, du coup on dégrade certains micronutriments, on dégrade certaines substances, certaines enzymes, et ça va rendre la digestion plus difficile. C'est les fameux micronutriments dont je vous parlais tout à l'heure. Surtout pas les graisses qui sont indispensables au bon fonctionnement du cerveau et de tout le système hormonal. Ça fait 40, 50 ans qu'on a désigné les graisses comme le bouc émissaire absolu, comme l'ennemi à abattre. La vérité, c'est que la recherche scientifique en nutrition, elle avance. C'est une science assez récente. Il y a des études qui sortent en permanence, des livres très intéressants qui sortent sur le sujet et qui montrent bien qu'en fait, c'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est que les graisses sont indispensables, qu'on s'est toujours développé avec, et qu'encore une fois, il faut mettre de la nuance. Il y a les bonnes, il y a les mauvaises graisses, que ça dépend de si les graisses sont transformées, si elles sont trop chauffées, si elles sont hydrogénées. Mais il y a énormément de sources de lipides qui sont très bonnes et qui sont indispensables pour la santé. Et enfin, les glucides ne sont pas votre ennemi non plus. Les glucides ne sont pas votre ennemi non plus. Je fais bien la nuance avec le sucre raffiné. Alors, si vous êtes diabétique et que vous êtes dans ce cas précis, c'est un autre sujet, c'est un vaste sujet que je ne vais pas aborder ce soir. Là, je m'adresse aux gens qui ont un système de l'insuline qui fonctionne correctement, donc qui ne sont pas diabétiques. Dans votre cas, les glucides ne sont pas vos ennemis. Au contraire, l'humain a évolué avec un système qui produit de l'énergie avec des glucides plus facilement qu'avec des lipides. On peut produire de l'énergie avec les lipides, ça s'appelle la cétose, mais c'est un petit peu une voie de secours. Ça puise plus d'énergie et ça nous met dans un état de stress. Et peut-être qu'on est déjà en stress de base et qu'il ne faut pas en rajouter. Donc les glucides ne sont pas nos ennemis. J'ai fait aussi cette erreur. J'ai essayé la diète cétogène. J'avais plein d'énergie, c'était génial. En fait, j'étais en stress chronique en permanence, donc j'étais super alerte. Si vous avez vu le film Limitless, ça ressemble un peu à ça. C'est marrant, pendant quelques semaines, quelques mois, on a la pêche et tout, on se prend un peu pour un surhomme, et puis après, il y a le revers de la médaille. Donc, ne faites pas cette erreur, surtout si vous êtes déjà quelqu'un d'anxieux et de stressé de base. Si vous êtes en pleine forme, il y a peu de chances que vous soyez là ce soir. Si vous êtes en pleine forme, pourquoi pas? Pourquoi pas? Demandez à votre médecin, demandez conseil à votre médecin, parce que je ne suis pas médecin. Mais dans la majorité des cas, c'est pas quelque chose que je conseille sur du long terme, parce qu'on n'est pas physiologiquement adapté à ça. On produit beaucoup plus facilement de l'énergie à partir des glucides. Je vois vos commentaires défiler, hein. Vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Alors, qui est-ce qu'on doit blâmer? Bon, là, j'ai un petit peu caricaturé, je vous ai mis une espèce d'épi de blé maléfique pointé du doigt. Je me suis bien amusé avec une intelligence artificielle. Mais la première chose qu'il faut blâmer, c'est les dogmes. C'est les dogmes. Parce que les dogmes, ça relève de l'irrationnel. Et souvent, il y a zéro nuance dans les dogmes. Les dogmes, ça consiste à désigner un coupable, à désigner un bouc émissaire et à vous servir un narratif très simple, une réponse très simple à des problèmes compliqués, à vous vendre un remède miracle. Et en fait, ça n'existe pas. Donc, méfiez-vous des dogmes et rappelez-vous que la vérité est toujours dans la nuance. Et d'ailleurs, j'ai fait un post sur le sujet, moins vous serez stressé, plus vous aurez accès à vos capacités de raisonnement, vos capacités d'esprit critique, et plus vous arriverez à faire preuve de nuance. En général, quand on est en stress chronique, on devient très con, on devient très binaire, et on a besoin de désigner un bouc émissaire. C'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. Ensuite, qui blâmer? Les additifs, les édulcorants, les émulsifiants, les exhausteurs de goût, tous ces additifs-là, c'est pas dingue. Surtout un, qui pour moi est un des plus dangereux et un des plus répandus. Quand vous achetez de la charcuterie, par exemple, souvent, il y a un conservateur dedans qui s'appelle du nitrite de sodium ou du nitrate de potassium. Et ben ça, c'est légal, c'est autorisé, il y en a dans plein de charcuteries, surtout les charcuteries industrielles. Ça se transforme en composé extrêmement nocif une fois dans l'intestin, ça provoque de l'inflammation et ça abîme la barrière intestinale. C'est exactement ce que je vous disais au-dessus. Les charcuteries pleines de nitrite, ça détruit vos intestins. C'est même je crois que c'est la principale cause de cancer de l'intestin, cancer du côlon. Donc c'est qu'un exemple, mais attention à ce genre de choses, par exemple. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Les aliments raffinés, qui du coup, puisqu'ils sont raffinés, ils sont par exemple chauffés, ce genre de truc, ils vont perdre une partie des micronutriments. Mais les micronutriments qu'il y a dans les aliments qui sont bruts, ils sont très importants pour aider à la digestion des aliments. Donc si vous mangez des aliments qui sont raffinés, ils sont beaucoup moins adaptés à votre système digestif. Donc ils vont vous épuiser parce que ça va vous demander plus d'énergie pour les digérer. En fait, si vous suivez jusque-là, vous remarquez un truc, c'est que la base de la base, c'est l'énergie. Je fais rentrer de l'énergie par les aliments que je mange. Ensuite, je dépense de l'énergie pour digérer ces aliments. Mais le but, c'est qu'ils m'apportent plus d'énergie que ce que je vais dépenser. Mais si je mange des aliments qui sont pas adaptés, qui sont trop raffinés, qui sont toxiques pour moi, ça va me coûter plus d'énergie que je n'en apporte. Parce que non seulement ils sont pauvres en nutriments, mais en plus, ça va abîmer mon corps. Et ça va demander beaucoup d'énergie pour la digestion. Mon corps, il va lutter pour digérer ça. Et en plus, le système immunitaire va s'activer, etc. Ça va l'abîmer, ça va l'inflammer, ça va l'agresser. Pensez en termes d'énergie. C'est les fondamentaux derrière la santé. Ensuite, les aliments stockés dans des contenants qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je sais par exemple que dans les anciennes boîtes de conserve,
dans le revêtement à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, des substances, des dérivés du plastique qui en fait sont confondus par notre corps, qui ressemblent à des hormones et ça va perturber notre système hormonal. Ça, c'est un vrai problème qu'il faut prendre très au sérieux aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens. Il n'y en a pas que dans la nourriture. Il y en a dans les vêtements synthétiques, il y en a dans les produits d'entretien de mauvaise qualité, il y en a un petit peu partout. Il faut s'en méfier, à commencer par les aliments. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de la diète cétogène. Moi, je l'ai déjà fait un petit peu, du jeûne intermittent. Je ne suis pas contre. Je ne dis pas que la diète cétogène et le jeûne intermittent sont vos ennemis jurés. Je dis juste que ce sont des outils à manier avec précaution parce que ce sont des outils, ce sont des modes alimentaires qui mettent le corps dans un état de stress, dans un état d'alerte. Une diète cétogène, en fait, ça revient à priver votre corps de ce qu'il préfère pour fabriquer de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... Non, je vais pas tenter de métaphore foireuse ce soir, en tout cas pas cette fois. Mais en tout cas, la diète cétogène, si vous avez déjà une vie bien remplie, une vie très active, qui est stressante, évitez de vous amuser à faire ça. Parce que vous allez le regretter au bout d'un moment, ça va vous épuiser au niveau hormonal, ça va épuiser vos glandes surrénales. Je rentre dans les détails, c'est pas l'objet de ce cours de ce soir, mais attention à ça. Jeûne intermittent, pareil. Le jeûne a énormément de vertus. Le jeûne, ça permet de soulager le travail de digestion et donc de permettre au corps d'utiliser son énergie pour autre chose, pour se nettoyer, pour se régénérer, pour produire des hormones de croissance, etc., etc., etc. C'est très intéressant le jeûne. Mais faire un jeûne intermittent tous les jours, pendant des semaines, des mois, des années, ça tire un peu trop sur la corde. Ça nous met dans un état de stress chronique, exactement comme la diète cétogène, et il faut manier ça avec précaution. Encore une fois, il faut mettre de la nuance, ça n'est ni bien ni mal, c'est à manier avec précaution. Ensuite, je vous ai mis la surcuisson, le fait de cuire trop les aliments, de cuire trop fort les aliments. Ça, c'est un problème, parce que la cuisson trop forte, ça dégrade les micronutriments. Et on se retrouve toujours avec le même problème, on se retrouve avec des aliments qui ont toujours leurs macronutriments, qui sont toujours riches en lipides, en glucides, en protéines, mais qui ont perdu les enzymes qui permettent de les digérer correctement, qui ont perdu les vitamines, qui ont perdu les minéraux, et donc on se retrouve avec une alimentation qui est pauvre et qui ne nous apporte pas l'énergie qu'elle devrait nous apporter. Donc attention avec ça. Ensuite, les fritures et grillades. Le problème de la friture, c'est que ça chauffe très très fort des matières grasses. Et c'est ces matières grasses-là qui ont été chauffées très très fort qui peuvent poser problème et qui peuvent être toxiques pour l'organisme. Donc, si vous mangez des frites de temps en temps au resto, une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, c'est pas grave. Règle de Pareto, 80-20, 90-10. Ça sert à rien d'essayer d'être parfait tout le temps. Ça sert à rien d'essayer de chercher la perfection. La perfection, c'est une course qui n'a pas de ligne d'arrivée. Vous n'y arriverez pas. Ne cherchez pas à être parfait. Cherchez à respecter les principes de base dans la majorité des cas. Et ce sera bien assez. Surtout si vous faites attention aux autres piliers du bien-être, autres que l'alimentation. Ensuite, j'ai noté le blé moderne. Alors ça, je n'en démords pas. J'ai retourné le problème dans tous les sens. Ça fait 10 ans que j'étudie la question. Il y a les pour, il y a les contre. On entend de tout sur le sujet. Moi, ma conclusion, c'est qu'il y a effectivement un problème avec le blé moderne, puisque celui-ci est beaucoup plus riche en gluten que le blé que mangeaient nos ancêtres. Et encore, ça fait à peu près 10 000 ans que le blé est introduit dans la nourriture humaine. Et l'évolution, ça prend du temps. 10 000 ans à l'échelle de l'évolution de l'humanité, c'est pas tant que ça. Donc moi, personnellement, je limite au maximum ma consommation de blé. Je sais qu'on est en France, qu'on est le pays du pain, qu'on aime les pâtisseries. S'il y a un truc vraiment contraignant que j'ai conservé, et il n'y en a pas beaucoup, c'est celui-là. Parce que personnellement, je suis sensible au gluten. J'ai fait toutes les expériences possibles et imaginables, et je me rends bien compte que quand je consomme beaucoup de gluten, inflammation intestinale, j'ai moins d'énergie, j'ai du brouillard mental, je me sens moins bien, ça impacte mon énergie, ça impacte mon humeur, etc., etc. Ensuite, les aliments qui n'ont pas été... dernier point, les aliments qui n'ont pas été récoltés à maturité. Ça, c'est pas évident. Parce que quand on achète des fruits au supermarché, quand on achète des bananes, elles ont été récoltées quand elles étaient vertes. Et malheureusement, un fruit qui n'a pas été récolté à maturité, il n'a pas eu le temps de développer correctement ses enzymes. Il va être digéré moins bien. Donc ça, c'est un point auquel il faut faire attention aussi. Et je vous le concède, c'est pas évident. Allez, on fait une petite pause pour que je lise un peu vos questions. Et je vais remonter dans le fil parce que je crois que là, il y en a un paquet de questions. J'en ai vu énormément passer. À part si tu es sportif de haut niveau, je vois pas le but de calculer ses calories. Je suis assez d'accord avec ça. Perso, je mange pas assez, je l'ai remarqué en comptant mes calories, j'avais un régime d'un enfant de 5 ans. Alors ça, c'est un énorme problème que je rencontre chez plein de gens. Et c'est peut-être même le seul intérêt de compter ses calories, c'est pour se rendre compte que l'on ne mange pas assez ou que l'on mange bien trop. Ça permet de mettre un peu de conscience. Si vous vous rendez compte que en fait, vous êtes épuisé en permanence et que vous mangez 1300 calories par jour, il ne faut pas vous étonner. Si vous voulez avoir une idée de combien de calories il vous faut, vous allez sur Internet, vous tapez métabolisme basal. Ça va vous demander votre taille, votre âge, votre poids et votre niveau d'activité à peu près moyen. Et ça va vous donner une fourchette de nombre de calories que vous devriez à peu près consommer. C'est pas hyper précis, mais c'est déjà ça vous donnera déjà une bonne idée. Je continue. Je vous le marque. Métabolisme basal. Alors, moi, je ne digère plus rien. Que faire, et ceci après mon burn-out. Alors, ça, malheureusement, c'est les conséquences du cercle vicieux. Un burn-out, ça veut dire qu'il y a eu du stress chronique pendant très longtemps, que tu as mis à mal ton organisme et que du coup, tu as un petit peu altéré ta capacité à digérer, ta capacité à produire des sucs digestifs, etc., etc. Donc, la première chose à faire, c'est de faire baisser le stress chronique.
c'est de se reposer, c'est d'apporter un maximum de nutriments au corps sans demander trop d'efforts de digestion. Pour ça, par exemple, ben, on en revient à mon principe de base, la densité nutritive. Plus un aliment va être à la fois dense et facile à digérer, plus la balance va être positive. Et pour ça, les fruits de mer, les abats, les jus. Moi, j'ai un extracteur de jus depuis 2015, je me fais des jus. C'est incroyable les jus parce que ça permet, vous blindez de légumes, de préférence bio bien sûr, vous blindez de légumes, vous faites un jus et vous avez toutes les vitamines, tous les minéraux, sans avoir à fournir un gros travail de digestion, sans avoir à ingurgiter des quantités de fibres. D'ailleurs, j'ai vu passer un commentaire tout à l'heure qui disait que manger trop de fibres, ça peut poser problème au niveau intestinal. C'est vrai. Comme pour tout, c'est la dose qui fait le poison. Les fibres sont indispensables pour le transit, pour nourrir la flore intestinale. Mais trop de fibres pose problème. Ça peut inflammer la barrière intestinale. Et si déjà de base, à cause du stress chronique, à cause de différents facteurs, vous avez déjà une barrière intestinale qui est inflammée, et que par-dessus vous rajoutez trop de fibres, là vous allez aggraver votre cas. J'enchaîne. Le budget alimentaire, c'est quelque chose. Après, il reste plus grand-chose à faire. Plus grand-chose pour faire de la merde de toute façon. Ok, j'ai compris. Investir dans un jardin, encore mieux. Ah bah évidemment, si vous avez la possibilité de développer de l'autonomie alimentaire, de planter vos propres fruits et légumes, vous êtes les rois du pétrole dans l'époque que l'on est en train de traverser. Lucille, l'alimentation est une pièce du puzzle, mais ne fait pas tout. Exactement. Que conseilles-tu dans ces cas-là? Probiotiques. Oui, bah les probiotiques, c'est intéressant. Quand on est très avancé dans le cercle vicieux, qu'on a du mal à remonter la pente, on peut utiliser des béquilles, ce que j'appelle des béquilles, par exemple les probiotiques ou la la glutamine qui permet de désinflammer l'intestin. J'en reparlerai sur le circle. Je vous mettrai les références si ça vous intéresse. Sandrine, bah, j'avais répondu déjà. Marine, comment faire pour avoir une bonne digestion quand on est contraint de manger vite? Pareil, par exemple, quand on a besoin de pause court. Tu vas voir ton boss. Tu lui dis bonjour monsieur, je vous emmerde, je démissionne. Non, je plaisante bien sûr. En vrai, je plaisante pas tant que ça. Si vraiment ton boulot c'est un enfer, il faut faire quelque chose. Il faut traiter le problème à la base. Mais putain, si ton boulot te laisse pas le temps de manger correctement, en vrai, c'est chaud. Je sais pas quoi te dire. Parle-en à tous tes collègues et demandez un référendum intra-entreprise. Cédric, adieu pâté Laurent. Ça dépend de la composition de ton pâté. Peut-être il a une composition très clean, qu'il n'y a pas d'exhausteur de goût, d'additifs, de conservateurs, je ne sais pas. Alors, je continue. Ah, il est vegan en PLS. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Vous devez pas être beaucoup, là, je pense, des vegans. Parce que ça fait 1 an et demi que je mets des côtes de bœuf en story. Enfin, il doit rester que les vegans ouverts d'esprit, dont j'ai fait partie à une époque, en 2015. J'ai fait un test. Ça n'a pas été concluant. Le sucre est bon aussi si on est en bonne santé. J'imagine que tu parles des glucides, parce que. Mais du coup, oui. Je suis accro au sucre. Et oui, c'est le cas de beaucoup de gens. On va en parler aussi. Les produits transformés, fumer des clopes à 10 ans et buvaient du rouge à la cantine. Alors, Florian, ça c'est intéressant. Nos ancêtres fumaient des clopes à 10 ans et buvaient du rouge à la cantine. Contextualisons. Est-ce que nos ancêtres vivaient dans un environnement aussi pollué que le nôtre? Est-ce que nos ancêtres étaient soumis au manque de sommeil autant que nous? Est-ce que nos ancêtres vivaient une vie aussi frénétique que nous? Est-ce que nos ancêtres avaient en permanence dans la poche un distributeur de dopamine illimité, source de dépression et de dérèglement du sommeil? Est-ce que nos ancêtres avaient 50 mails à gérer chaque jour? Est-ce que nos ancêtres subissaient autant de micro-stress? Et surtout, nos ancêtres faisaient ce qu'on appelle de l'hormèse. Nos ancêtres ne vivaient pas dans le confort dans lequel nous on vit. Et donc, leur organisme était habitué à résister au stress. Nous, on vit dans le confort depuis qu'on est tout petit. Pour la majorité d'entre nous, nous sommes faibles. Nous sommes extrêmement faibles. Et en plus, on vit dans un environnement qui nous bombarde de petites sources de stress en permanence. Et donc, on ne peut pas se permettre de boire du rouge à la cantine et de fumer des clopes à 10 ans, sinon ce serait encore pire. Le contexte a énormément changé. Trop de fibres, ça peut être un problème. Alors, c'est ça le commentaire que j'ai vu tout à l'heure. Donc, les ennemis ne sont pas le gluten, produits laitiers. Alors, j'ai mis un peu de nuance là-dessus par la suite. C'est juste que le système digestif malmené n'arrive pas à les digérer. Régler le système digestif nous permet de manger raisonnablement, bien sûr. C'est un peu ça l'idée. Si vous réglez les bases, si vous réglez le problème à la base, normalement, vous devez être capable de digérer à peu près tout. À certaines exceptions, peut-être que vous avez des intolérances alimentaires. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que si vous mangez des aliments qui existaient déjà à l'époque de vos arrière-grands-parents, et que vous êtes en bonne santé, que vous n'êtes pas soumis au stress chronique, que votre système hormonal, que votre système digestif fonctionne bien, alors normalement, vous devriez pouvoir digérer ça correctement. Je pense que la base, c'est le test. Il faut tester les choses sur soi-même, car les généraliser peut être mauvais pour soi et bonne pour les autres. Absolument. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'existait pas de régime alimentaire idéal pour l'être humain, que bien qu'il y ait des grands principes qui soient propres à l'humanité, nous sommes chacun différents, nous avons chacun des prédispositions génétiques, et donc le meilleur moyen de savoir ce qui nous convient, c'est de tester. Franck, parfois on voit lait thermisé. Est-ce que ça peut être un compromis par rapport à la pasteurisation ou c'est pareil? J'ai déjà vu ça. C'est une forme de pasteurisation où on chauffe moins fort, on chauffe moins chaud et moins longtemps, je crois. Je t'avoue que je ne sais pas ce que ça peut donner. D'instinct, j'ai envie de te dire que c'est forcément moins pire. Glucides, ok, même si vous avez un indice OMA élevé. Alors, l'indice OMA,
c'est l'équivalent de la résistance à l'insuline. En fait, c'est l'équivalent du pré-diabète. Un indice OMA élevé, ça veut dire que pendant des années, votre organisme a été malmené par le stress chronique, que vous avez consommé d'énormes quantités de sucre à indice glycémique élevé, et que du coup, vous avez surchargé votre système, qu'il est épuisé, qu'il n'en peut plus de balancer Merde, j'ai oublié le nom de l'hormone de l'insuline. C'est très intéressant d'ailleurs, si vous allez faire des analyses sanguines, demandez à votre médecin de vous prescrire l'indice HOMA, H-O-M-A. J'enchaîne, ça dépend sûrement des glucides. Oui, tous les glucides ne se valent pas. Il existe ce qu'on appelle l'indice glycémique. Et chose très importante, si je mange une banane toute seule, la banane arrive dans mon estomac, je vais la digérer rapidement. Si je mange 4 faux plats, puis une banane, tout ça se mélange dans mon estomac, et donc la digestion des sucres contenus dans la banane va être moins rapide. C'est ce qu'on appelle le bol alimentaire. Et en fait, en fonction du bol alimentaire et de ce qu'il contient, l'indice glycémique des aliments va changer. C'est un détail qui n'en est pas un, c'est très important. C'est un peu les principes de base de ce que raconte l'autre, la glucose goddess, mais moi je trouve qu'elle va trop loin dans son délire, c'est beaucoup trop extrême. En fait, j'ai autre chose à foutre que de prendre une cuillère à café de vinaigre avant chacun de mes repas et de faire des calculs et de me prendre la tête comme un dingue pour savoir dans quelle ordre je dois manger les aliments, comment les manger. Pour moi, ça dépasse en fait le stade psychologiquement acceptable, le stade de niveau de contrôle sain. En fait, là, ça relève de la névrose. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut prendre du recul. Depuis que j'ai personnellement suivi une psychothérapie et réglé en bonne partie mes problèmes, je suis beaucoup moins psychorigide vis-à-vis de l'alimentation. Tout ça est lié. Des féculents complets, c'est sûrement OK. De toute façon, exclure une catégorie aussi importante de l'alimentation ne doit pas être super. Exactement, c'est un point que j'ai mentionné par la suite dans les slides suivantes. On va y venir. En général, quand on vous dit il faut exclure une catégorie d'aliments en entier, c'est mauvais signe. Méfiez-vous. Alors, je suis d'accord avec le jeûne intermittent, ça fait des années et ça a épuisé les hormones, absolument. Est-ce que réchauffer de la nourriture au micro-ondes va beaucoup dégrader les micro-ondes? Alors, je ne sais plus trop quoi en penser de cette histoire. Pendant des années, j'utilisais plus de micro-ondes. Aujourd'hui, je l'utilise. Seulement, je fais très attention à une chose, c'est de ne jamais réchauffer mes aliments dans des contenants en plastique. Jamais de plastique au micro-ondes, jamais de plastique chauffé. Et je faisais très attention aussi à l'aluminium. Jamais d'aluminium au contact des aliments s'il est chauffé. Parce qu'il y a des transferts qui opèrent et l'aluminium, c'est neurotoxique. Voilà pour le micro-ondes. Je fais le test du jeûne le matin et ça me fait beaucoup de bien. Alors Flavien, très important. Est-ce que tu t'es mis à jeûner le matin parce que tu avais du mal à te réveiller le matin, tu manquais d'énergie, puis quand tu mangeais ton petit déjeuner, tu te sentais un peu lessivé en manque d'énergie? Si c'est le cas, à mon avis, c'est une mauvaise idée parce que ça veut dire que tu es déjà dans un état d'épuisement avancé, parce que tu as déjà été soumis au stress chronique pendant longtemps, et donc que tu as déjà fait un peu de dégâts au niveau de ton système hormonal. Dans ce cas-là, je te déconseille de faire le jeûne intermittent parce que tu vas littéralement creuser ta dette vis-à-vis de toi-même. Par contre, si tu fais du jeûne intermittent, si tu es en pleine forme, et si tu fais du jeûne intermittent dans une démarche de d'hormèse, l'hormèse, c'est le principe de renforcer son organisme pour devenir plus résistant au stress. Si tu es dans cette démarche-là, et que tu te réveilles le matin sans aucun problème, que tu es en pleine forme, pourquoi pas? Ça dépend d'où tu pars, en fait. Est-ce que c'est la même chose pour les blés anciens? Les blés anciens contiennent moins de gluten. Petit mémo pour vous rappeler dans quelle céréale il y a du gluten: sabot, seigle, avoine, blé, orge. Je vous l'écris. Il y a du gluten dans le seigle, dans l'avoine, dans le blé, dans l'orge. Il y en a moins dans le seigle, dans l'avoine et dans l'orge que dans le blé moderne. C'est ce doigt-là. Le pire, c'est quand même le blé moderne qui contient énormément de gluten. Et oui, donc les blés anciens, tout ce qui est épeautre, petite épeautre, grand épeautre, pourquoi pas. Si vous avez un amour, si vous voulez un amour au blé. Khadija, j'adore les œufs le matin. C'est ce qu'il y a de mieux. Métabolisme basal, ça c'est moi qui l'ai écrit. Merci Artie pour ce que tu fais pour moi. Bon courage à toi. Avec plaisir Andrea. Ça fait plaisir que tu sois là. Nico, depuis que je mange 5 œufs tous les matins et des oléagineux chocolat noir en collation chaque jour, j'ai senti un moment de changement. Bah oui, évidemment que tu as senti des changements, ça fait plaisir. Bon allez, on enchaîne parce que là, on n'en a pas terminé, sinon il est déjà 20h. J'ai encore plein de choses à vous dire. Quel rapport avec le stress? J'en ai déjà parlé. Comment le stress chronique entrave la digestion et la bonne assimilation? Je vous l'ai dit, si votre organisme est soumis à un stress de manière chronique, alors tout va dysfonctionner, tout va partir en couille parce qu'on n'est pas fait pour ça. Le mécanisme du stress, le stress, c'est censé être quelque chose de ponctuel. Le stress, c'est je fais face à une agression extérieure, un animal sauvage me fonce dessus, mon boss me harcèle, il fait froid, il y a du bruit, une voiture manque de me renverser, je manque de faire une chute dans le vide. Tout ça, ce sont des sources de stress. Quand on est soumis à un stress, l'organisme va provoquer une réaction de stress pour libérer des hormones de stress, adrénaline, cortisol, etc., pour décupler vos capacités physiques et mentales et cognitives pour que vous soyez capable de survivre, de vous échapper, de combattre, etc. Le stress chronique, c'est quand on est tout le temps dans cet état-là et qu'on n'a plus jamais l'occasion de se reposer. Et ça, c'est le problème. Et donc, quand vous êtes dans cet état-là pendant trop longtemps, pendant des mois, pendant des années, eh ben là, la digestion, elle est de plus en plus compliquée, l'assimilation aussi, il n'y a plus rien qui va. Fournir une réaction de stress nécessite de l'énergie. Point très important, on en revient à l'énergie. Excusez-moi. Votre corps
pour produire une réaction de stress, il a besoin de tirer un maximum sur ses réserves d'énergie parce que une réaction de stress, en fait, c'est littéralement, vous voyez, quand vous roulez en voiture, il y a le compte tour, il y a les tours moteurs. Bah, en fait, quand vous montez dans les tours, quand vous montez en régime moteur et vous avez une performance de malade, bah, en fait, le stress, c'est ça. Sauf que ça use le moteur prématurément. Vous ne pouvez pas rouler à sur-régime en permanence. Sinon, vous allez casser votre moteur, vous allez devoir aller au garage et ça va vous coûter une fortune. Mais à la santé, c'est exactement pareil. Si vous fonctionnez à haut régime tout le temps, au bout d'un moment, vous allez casser votre moteur. Vous allez faire un burn-out, ou pire. Les aliments inadaptés génèrent une agression et donc un stress supplémentaire. Je vous en ai parlé. Des aliments très inadaptés, par exemple la charcuterie avec le nitrite, ça va agresser la barrière intestinale, ça va demander à l'organisme de se défendre. C'est un stress, c'est une agression. Pour le coup, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, mais c'est une forme d'agression et donc l'organisme va devoir y réagir et donc va devoir dépenser de l'énergie pour réagir à ça. Diète cétogène, jeûne intermittent, je vous en ai parlé en long et en travers, je pense qu'on peut enchaîner. Le stress chronique nous enlève notre volonté, notre réaction physique et mentale en cas de danger. Alors, si en cas de danger, vous n'avez plus aucune réaction, ça veut dire que vous êtes à un stade d'épuisement qui est avancé. Ça veut dire qu'en fait, votre corps n'a plus suffisamment d'énergie pour être capable de produire une réaction de stress. L'hydratation dans tout ça, c'est pas un point de détail, c'est extrêmement important. C'est pas qu'une question d'eau. Les hydrates, le fait de s'hydrater, c'est pas juste boire de l'eau. C'est aussi de faire le plein de sels minéraux, sodium, potassium, magnésium, etc., etc., etc. Vous voyez, il existe ce qu'on appelle les boissons de l'effort. Les boissons de l'effort, c'est des boissons qui sont chargées un petit peu en glucides pour recharger vos réserves et en sels minéraux. En sodium, c'est un petit peu salé. Parce qu'en fait, quand on fait du sport et qu'on transpire, on perd pas que de l'eau, on perd aussi des sels minéraux. Et le corps, c'est toute une histoire d'équilibre, équilibre sodium, potassium, etc. Et donc, il a besoin de maintenir des niveaux corrects pour que vos fonctions, pour que tout fonctionne bien, en fait. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? Attention à l'eau en bouteille et aussi à l'eau du robinet. Alors, attention, là, je vous fais très très peur, c'est terrible, mais c'est une réalité. On en a parlé récemment, j'ai vu des articles sortir, comme quoi il y a des marques qui avaient été prises la main dans le sac parce on s'est rendu compte qu'ils avaient réembouteillé de l'eau du robinet, parce que l'eau en bouteille, elle est aussi chargée en microplastique, parce qu'il y a des transferts qui se font avec la bouteille, avec l'eau et le plastique, le contenant. C'est la même histoire que pour le micro-ondes tout à l'heure. L'eau du robinet, on est en France, on va vous dire, oui, mais il y a des normes, machin, oui, il y a des normes. C'est légal, mais tout ce qui est légal n'est pas forcément bon ou sain. Moi, j'ai trouvé une solution très simple, c'est que je filtre mon eau. Et attention, je l'ai sûrement écrit, attention aux vendeurs de rêves. Moi aussi, j'ai écrit en 2015. Pourquoi je vous dis ça? Parce que exactement comme pour la nutrition, les gens vont essayer de complexifier les choses pour vous vendre des solutions miracles hors de prix. J'en ai fait les frais en 2015 puisque je me suis offert une machine filtrante et ionisante de l'eau, un appareil révolutionnaire de fabrication aux normes médicales d'une boîte japonaise qui coûtait 2000 €. Et en fait, avec le recul, ça change pas grand-chose. Moi, aujourd'hui, j'ai un filtre à 100 balles, 150 balles, qui est branché à mon robinet. J'ouvre mon robinet, hop, je tourne un truc, et l'eau qui sort, elle est filtrée. Et une fois par an, je change le filtre. Terminé, je me prends pas plus la tête que ça. Nutagel, les électrolytes. Les électrolytes, c'est des sels minéraux, c'est un peu de sucre, de sodium, de potassium, c'est exactement ça. C'est pour ça que quand on a une diarrhée, excusez-moi, il faut qu'on en parle, c'est important, on se vide de son eau, mais on se vide aussi de ses sels minéraux. Et du coup, on se sent extrêmement faible. Et le moment où on prend des électrolytes, hop, l'énergie revient. Parce qu'on avait perdu nos minéraux et qu'on était déshydraté. Pour de vrai. On n'avait pas seulement perdu de l'eau. C'est possible d'avoir la règle du filtre. Bien sûr. En fait, c'est simple. Moi, j'ai quelques partenaires. Et je les choisis pas par hasard. Je prends des trucs qui comblent des fonctions de base. J'ai une entreprise en partenariat qui fait des filtres à eau, entreprise française qui est basée en Normandie. J'ai une entreprise qui fait des compléments alimentaires, une entreprise qui fait des extracteurs de jus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout. Non, j'ai 2 boîtes qui font des compléments alimentaires, une boîte qui fait des filtres à eau, une boîte qui fait des extracteurs de jus. Tous les 2 jours, je reçois des propositions par mail pour des crèmes, des cosmétiques, des conneries, des béquilles, en fait, des trucs qui soignent les conséquences du problème, mais pas les causes. Moi, je m'intéresse aux causes du mal. Il faut régler les causes. Et donc, tu vas sur Circle, tu vas tout en bas. J'ai mis des liens. Tu vas arriver sur ma page et en fait, si tu sais lire, normalement, tu vas t'en sortir. Sur ce, j'enchaîne. Justement, les compléments alimentaires. Je vous parlais de contexte tout à l'heure. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la production alimentaire, elle est industrialisée, où les aliments, la plus souvent, ils sont nourris avec des aliments qui sont pauvres en nutriments. Et en fait, je l'ai noté, rien ne se perd, rien ne se crée. Si vous voulez qu'un morceau de viande soit riche en vitamines, en oméga 3 ou que sais-je, il faut que la vache, elle ait brouté de l'herbe et qu'elle ait brouté, qu'elle ait consommé des choses qui sont riches. Aujourd'hui, les animaux sont généralement assez mal nourris. Les végétaux poussent sur des sols qui sont très pauvres. On maintient des rendements grâce à des engrais, toujours plus d'engrais. Donc, la majorité de ce que vous achetez est pauvre en micronutriments. J'avais vu une statistique assez flippante il y a quelques années qui disait qu'une pomme d'aujourd'hui contient 50 fois moins de vitamines qu'une pomme consommée par nos grands-parents. Est-ce que tu connais Ismaël Slimani? Évidemment que je connais Ismaël Slimani, évidemment.
J'aime beaucoup son approche de la nutrition. Elle est très rationnelle, elle est très intelligente. Je disais donc, le contexte a changé. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des aliments qui soient riches en nutriments, en micronutriments. C'est devenu quasiment un parcours du combattant. Et évidemment, c'est les aliments qui sont les plus chers parce que c'est les aliments qui viennent des petits producteurs, c'est les aliments qui sont bio et c'est les aliments qui ont été cultivés dans des petites exploitations, des petites productions. On peut trouver tout ça, mais c'est difficile et c'est plus cher. Moi, c'est pour ça que j'ai une approche mixte de la nutrition. Il y a des gens qui vont vous dire il faut manger que des vrais aliments. C'est ce que j'ai marqué là. Cessons d'opposer les méthodes traditionnelles et les avancées de la médecine et de la technologie. C'est stérile. C'est complètement con d'opposer les deux. Je peux faire l'effort d'aller manger uniquement des aliments bio de très haute qualité, très denses et de faire vivre les petits producteurs, tout comme je peux prendre des compléments alimentaires de base. Pourquoi opposer les deux? Je trouve ça stupide. Donc moi, je suis partisan de faire les deux. L'entreprise de compléments alimentaires avec qui tu collabores est basée à côté de chez moi en Suisse, dans les Alpes, ils sont hyper bien. Ben ouais, mec. Ben oui. Mec, pardon, c'est Ophélia. Je sais, Ophil Life, je sais que c'est des cracks et que leurs produits sont incroyables. D'ailleurs, j'en teste en ce moment. Est-ce que tu peux désactiver ton micro, Laurent, s'il te plaît? Je t'entends. Hop, t'as été plus vite que moi. Oui, donc je disais, je ne suis pas contre le fait d'allier les deux approches. Surtout pour une raison simple, c'est qu'en fait, aujourd'hui, non seulement l'alimentation est pauvre en nutriments, mais en plus, nos besoins ont explosé. Nos besoins en termes de micronutriments, par exemple de magnésium pour faire face au stress, etc., sont plus élevés qu'avant, parce qu'on vit dans un monde ultra stressant. On vit dans un monde rempli d'agressions extérieures. Nos vêtements sont remplis de polluants, nos produits d'entretien sont remplis de polluants, nos savons, nos shampoings, nos aliments, l'air qu'on respire, tout est une agression constante. Les ondes, le Wi-Fi, etc. Donc en fait, face à ça, il est normal de chercher à donner au corps les armes dont il a besoin pour se défendre, pour réagir au stress, pour que le corps puisse se réparer. C'est encore plus vrai si vous travaillez beaucoup, si vous êtes un profil entrepreneur qui bosse 12 heures par jour, qui bosse devant l'ordi, qui est tout le temps en train de réfléchir, qui a un rythme de vie effréné, je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, et ben dans ce cas-là, vos besoins sont d'autant plus importants, en fait, vos besoins en micronutriments et aussi en macro. Sachez d'ailleurs que votre cerveau, qui fait, je crois, entre 1 et 2% de la masse totale de votre corps, consomme à lui tout seul plus de 20% de toute l'énergie que vous avez à disposition. Donc, si vous avez un métier très cérébral, très intellectuel, vous consommez aussi beaucoup d'énergie. Et évidemment, si vous avez un métier très physique, ben, vous apprenez rien et vous êtes épuisé en fin de journée. Et il y a même des gens qui ont un métier très physique et où il faut beaucoup réfléchir. Continuons. Ah ben, j'ai pas terminé ça. Ben, on va la faire en live. Oui, ben, je voulais vous parler un petit peu de ma liste de courses parfaites, parce qu'on va rentrer un petit peu dans le dur, là. On va rentrer un petit peu dans le concret, parce que la théorie, c'est bien beau, les conseils, c'est bien beau, mais qu'est-ce que j'achète quand je vais au supermarché, quand je vais chez le marché, quand je vais chez mon producteur? Qu'est-ce que j'achète? Je vais vous donner mon exemple. Moi, j'achète beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. J'essaye d'en acheter bio le plus possible. Je ne suis pas irréprochable, je ne suis pas parfait. Je fais au mieux que je peux. J'achète de la viande, j'achète du poisson. Quand je suis chez le poissonnier, j'essaye d'aller plutôt vers des fruits de mer, tout ce qui est coquillages, crevettes, des petits poissons. Il y a moins de métaux lourds dans les petits poissons parce qu'ils sont moins hauts dans la chaîne alimentaire, ils ont vécu moins longtemps. Ne mangez pas du thon tous les jours, vous allez emmagasiner tellement de mercure que vous allez poser des problèmes. Je mange de la viande, pareil, j'essaie de faire attention à l'origine de la viande, j'essaie de faire attention où est-ce que j'achète. J'essaye aussi de consommer des abats, du foie, du boudin, parce que tout ça est encore plus riche en micronutriments que la chair. La chair est très riche en protéines, est très riche en bonnes graisses, etc. Mais là où il y a le plus de nutriments, les parties d'un animal qui sont les plus nutritives, ce sont les abats. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est plus trop la mode, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nos ancêtres, surtout à Lyon, ils mangeaient énormément d'abats, c'est une tradition là-bas. Et ben, c'est parce qu'ils savaient que ça leur faisait du bien. Des œufs en pagaille. Des œufs en pagaille. Je mange 4 œufs par jour, quasiment tous les matins, depuis plus de 10 ans. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 50 ans qu'on essaie de nous faire croire que le fautif, que les œufs c'est un problème, que ça cause du cholestérol sanguin, blablabla. Bla. Il n'en est rien. Les œufs sont très bons pour votre santé. Les œufs, c'est un des aliments les plus parfaits, les plus complets pour l'humain. Évidemment, je prends des œufs bio, parce que les œufs peuvent être très sains ou très malsains en fonction de la provenance, en fonction de l'alimentation de la poule et en fonction des conditions de vie de la poule. Qu'est-ce que j'achète d'autre? J'achète des produits laitiers, j'achète des fromages au lait cru, j'achète par exemple de la crème épaisse, de la crème entière, bien grasse, si j'en trouve au lait cru, sinon j'en trouve pas. Par pitié, si vous le pouvez, achetez vos œufs à la ferme, nous dit Marine. Et Marine a raison, mais tout le monde ne peut pas le faire. Si vous habitez au milieu de Paris, ça va être compliqué, je le sais. On fait selon ce qu'il nous est possible de faire. Je consomme quelques noix, quelques oléagineux. Je n'en abuse pas, comme j'ai pu le faire à une époque, parce que les noix et les oléagineux contiennent ce qu'on appelle des antinutriments, contiennent des substances qui permettent à la plante, à l'origine, qui permettent à la plante de se défendre face à ses agresseurs, à ses ravageurs. Et c'est pour ça que, traditionnellement, on les trempe. On trempe les oléagineux, on trempe les lentilles, on trempe les noix pour les débarrasser des antinutriments. Ça n'est pas par hasard. Encore une fois, nos ancêtres
n'ont rien, bah si, j'allais dire, ils ont rien inventé. Nous, on n'a rien inventé. C'est eux qui avaient parfaitement compris tout ça. Maud qui me demande qu'est-ce que je pense du label bleu blanc cœur. Le label bleu blanc cœur, c'est très intéressant parce que ça certifie que l'animal a été nourri avec des graines de lin. Et les graines de lin, c'est ce qu'il y a de plus riche en oméga 3. Donc, des œufs de poule nourris aux graines de lin seront plus riches en oméga 3. Les oméga 3 sont anti-inflammatoires, contrairement aux oméga 6. Je suis volontairement pas rentré dans les détails jusqu'ici aujourd'hui parce que ça ferait trop. Mais bon, bah, du coup, j'en profite. Qu'est-ce que j'achète d'autre au supermarché? En vrai, la base, 80% de ce que j'achète, c'est ça, hein. Le poissonnier, le boucher, les œufs, les fruits, les légumes. Je mange un peu de riz. Je mange le moins de gluten possible, je vous l'ai dit. Il m'arrive de manger un peu d'oléagineux, un peu de noix. Il m'arrive même de manger des produits transformés, mais attention, pas n'importe lesquels. Bah, ce genre de truc, ce genre de truc là, où dedans il y a des dattes, des noix de cajou, des raisins secs et un peu de myrtille. C'est tout. Ça, je m'autorise. Parce que les dattes, c'est extrêmement bon pour la santé, très riche en micronutriments, riche en fibres, donc très intéressant. Alors, vous me dites, les huiles. Les huiles, bah, alors, moi, je consomme de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile de colza. J'essaie de réduire l'huile de tournesol, bien que ce soit un petit peu la guéguerre entre les opinions là-dessus. Je n'ai pas encore tranché. Dans le doute, je réduis un petit peu. Et je fais beaucoup cuire au beurre aussi. Je consomme du beurre. Voilà. Et franchement, je me prends pas plus la tête que ça. Évidemment, vous ne trouverez jamais dans mes placards. Vous pourrez en trouver parce que je ne vis pas seul et que je n'impose pas les mêmes exigences que ce que je m'impose à moi-même, à ma femme. Mais en tout cas, il est très rare qu'on trouve chez nous des gâteaux, des biscuits, de la brioche, des produits raffinés, du pain blanc, ce genre de choses. Que penses-tu de la glycine en complément alimentaire? Je vais te poser la question. J'en prends moi-même, mais encore une fois, la glycine, non, j'allais dire une bêtise. Vous savez quoi, la glycine, c'est une exception pour moi. On va en parler sur le cercle d'ailleurs. La glycine, il faut que je vous parle de la glycine. Je viens de me poser la question. La glycine, c'est un acide aminé. Les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines. La glycine, on la trouve principalement dans les tissus, dans la peau du poulet, par exemple, quand on fait des bouillons d'os, des bouillons de poule, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on en manque beaucoup parce qu'on a tendance à ne consommer que la chair animale. On ne fait plus comme nos grands-mères des bouillons d'os, on mange moins d'os à moelle, on mange moins de ce genre de choses. Et c'est dommage parce que notre corps n'en produit pas suffisamment pour combler ses besoins. Et il en a besoin pour la peau, pour réparer la peau, pour réparer les tissus conjonctifs, les tendons, les ligaments. Il y a aussi ça joue aussi un rôle dans le maintien des cartilages dans les articulations. Donc c'est très important. Et ça, c'est un complément que je prends depuis des années. À la base, je le prenais pour soigner mes articulations dans ma pratique sportive, pour éviter les douleurs. Il se trouve que ça limite aussi du coup le vieillissement de la peau. Mieux vaut investir dans de la glycine que dans des produits de beauté. Ça s'appelle traiter la cause du problème et pas la conséquence. Glycine égale collagène. Alors le collagène contient énormément de glycine. Peux-tu parler du café? Pas aujourd'hui, Olivier, pas aujourd'hui. On ne parlera pas des excitants aujourd'hui. On va peut-être en parler après-demain quand on parlera de stress. Parce que c'est beaucoup plus lié au stress qu'à l'alimentation. Il est déjà 20h13. Je pense qu'on va pouvoir clôturer sur le défi de la semaine. Alors, l'idée, c'est qu'on passe à l'action ensemble, qu'on se motive ensemble. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui sont à différents niveaux, en fait, qui ont différents rapports à l'alimentation. Il y a des gens parmi vous qui peut-être découvrent, qui font pas du tout attention à ce qu'ils mangent. Il y a des gens parmi vous qui sont peut-être très, très avancés, qui ont un régime alimentaire qui leur convient très bien depuis longtemps, qui ont parfaitement compris les fondamentaux. Il y a peut-être aussi des gens parmi vous qui se sont un petit peu perdus dans trop de complexité, dans trop de rigidité. C'est surtout à vous que je m'adresse et aux débutants. Et donc voilà comment ça va se passer. Si vous partez de très très loin, par exemple si votre petit déjeuner c'est des tartines avec de la confiture, un verre de jus d'orange et un café, c'est une catastrophe. Autant vous le dire tout de suite. C'est une catastrophe parce que ce qui permet d'avoir la satiété, ce qui permet de limiter l'assimilation, la vitesse de digestion des glucides, ce qui permet d'éviter le pic de glycémie et d'avoir un coup de barre en fin de matinée, c'est de manger des protéines au petit déjeuner. Et non seulement ça sert à ça, mais ça sert aussi, surprise, les protéines au petit déjeuner, et notamment l'acide aminé tyrosine qu'on retrouve dans les protéines, c'est ce qui va permettre à votre cerveau de produire de la dopamine. Donc c'est extrêmement important de consommer des protéines au petit déjeuner. Donc le niveau débutant de ce défi, ça va être quoi? Ça va être d'ajouter des protéines et idéalement des lipides à votre petit déjeuner si vous ne le faites pas déjà. Ça peut être des œufs, ça peut être, je sais pas moi, du jambon sans nitrite. Ça peut être, on va pas être trop extrême, je vais pas vous dire de manger du foie de veau au petit déjeuner. On n'en est pas là. On n'est pas des extrémistes ici. Ça peut être de manger du fromage, des produits laitiers, du yaourt, des petits suisses, ce que vous voulez. Regardez les étiquettes et ajoutez quelque chose à votre petit déjeuner qui contient des protéines et des lipides. Encore une fois, le top du top, c'est les œufs. Si vous n'aimez pas les œufs, si vraiment vous détestez ça, vous ferez autrement. On va en parler directement sur Circle. Vous me poserez la question, je vous répondrai, je prendrai le temps de vous répondre. Parce que là,
Là, on est sur un live, la conversation, elle tourne à l'infini. Je ne peux pas répondre à tout le monde en détail. Le circle est là pour ça, d'ailleurs, encore une fois. Ensuite, le niveau confirmé. Le niveau confirmé, ça va être quoi? Déjà, ça va être de combler le premier niveau. Chaque niveau inclut le niveau précédent, hein. C'est la base quand même. Le niveau confirmé, ça va être de manger au moins des protéines, des lipides et des glucides de qualité à chacun des repas de la journée. Encore une fois, si vous êtes en train de faire du jeûne intermittent ou que sais-je, bah, j'ai envie de vous dire, dans le cadre de cette semaine de challenge, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes un minimum concerné par le stress et l'anxiété. Il y a de fortes probabilités que faire du jeûne intermittent ne vous profite pas en ce moment, que ce soit plus délétère que bénéfique. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de reprendre un rythme normal de 3 repas par jour. Et à chaque repas, protéines, lipides, glucides. C'est vraiment la base. Pour moi, c'est vraiment la base. Je réponds rapidement à Olivier, et pour accompagner les protéines au petit-déj. Bah écoute, si tu manges des protéines et des lipides au petit-déj, il manque quoi? Des glucides. Des glucides, tu vas en trouver où? Tu vas en trouver dans les fruits, tu vas en trouver dans... Moi, je mange des fois des biscottes de sarrasin. Des fois, je vais manger un truc comme ça au petit-déj, parce qu'il y a des dattes. Les dattes, c'est des glucides qui sont à indice glycémique bas, donc qui sont digérés lentement. Je peux même manger des dattes, j'adore ça. Je peux même parfois manger un peu de riz. Le matin, du riz avec des œufs, ça m'arrive. Je sais que c'est assez éloigné du petit déjeuner français de base, mais ça m'arrive. Tu peux manger des flocons d'avoine, il y a un peu de gluten dedans. Si tu le supportes bien, tu peux y aller. N'en abuse pas non plus. Les céréales contiennent également des antinutriments et des pesticides si elles ne sont pas bio. Des sources de glucides, il y en a à l'infini. Encore une fois, on va en parler sur le circle. Là, il faut que j'avance. Comment on fait quand on n'a pas faim le matin? Ça, c'est un grand dilemme. J'aurais envie de te dire, il faut s'écouter. Mais si tu es dans une phase de ta vie où tu es très stressé, où tu es un petit peu abîmé par le stress chronique, alors je doute que tu aies la capacité à t'écouter vraiment. Et je pense que dans ce cas-là, si tu n'as pas faim le matin, ça veut dire que ton métabolisme a ralenti. Et donc, j'aurais plutôt tendance à te dire, mange quelque chose. Quelqu'un qui serait en pleine forme, qui rayonnerait de joie de vivre, qui aurait un sommeil de plomb, qui serait vraiment en pleine forme, et qui me dirait, j'ai pas faim le matin, je lui dirais pas la même chose, tu vois, il faut vraiment contextualiser. Je veux bien vous croire, je vais arrêter de jeûner intermittent, ce sera mon challenge et il faut manger 3 fois par jour. Franchement, tente ça. Il faut pas que tu te sois mis à jeûner pour les mauvaises raisons. Thibaut, perso, mon petit déj 500 grammes de fromage. Très bien, 500 grammes de fromage, c'est costaud, hein, mais tu dois faire du sport, toi. Des œufs, du lait, du pain. Encore une fois, j'ai pas envie que vous vous preniez trop la tête sur l'alimentation. Déjà, ne serait-ce que pendant cette semaine, mais de manière générale, je vous le conseille pas. L'alimentation, si ma main, c'est tout ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, l'alimentation, c'est ça. Ok? Ça ne fait pas tout. Retenez bien ça. Il faut contextualiser. Et si vous mettez en place quelques actions, quelques principes de base, si vous respectez quelques principes de base pour l'alimentation, que vous respectez quelques principes de base pour le stress, pour le sommeil, pour les relations sociales, pour le sport, vous serez en bien meilleure santé physique et mentale que si vous êtes obsédé par la perfection de la nutrition et que vous ne faites pas attention au reste. Alors, ma maintenance calorique est à 2700, donc je mange beaucoup. Ok, je capte. Tu penses quoi du tofu si on mange aussi de la viande? Pourquoi pas? Moi, je suis pas un grand fan du soja, à part sous forme de tofu, parce que sous forme de tofu, il n'a pas la même composition micronutritionnelle. Ça le transforme, ça le rend plus digeste, etc. etc. Alors, bon, perso, je me vois clairement en débutant, je comprends tout, mais tout à l'envers. Ça doit être un challenge de folie et sortie de zone de s'assurer. Merci pour ce live. Avec plaisir, Ophélia. Bah écoute, niveau débutant pour toi. Pour ceux qui ont déjà qui mangent déjà les protéines et des lipides au petit déjeuner, niveau confirmé. Pour ceux qui ont déjà le niveau confirmé, eh ben, on va aller chercher plus d'aliments bruts et on va aller chercher plus d'aliments qui soient riches en nutriments. Encore une fois, toutes les sources de protéines ne se valent pas, toutes les sources de lipides ne se valent pas et toutes les sources de glucides ne se valent pas. Une patate douce sera plus riche en micronutriments que du riz blanc, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc le niveau expert, c'est vraiment 90% de ce que vous mangez issu d'aliments qui soient le plus bruts possible et qui soient riches. Encore une fois, pas de dogme. Ça, c'est pas des aliments bruts. Et pourtant, ça n'a jamais été chauffé. C'est mixé à froid. Donc les micronutriments n'ont pas été altérés. Donc ce truc-là est sain. Genre vraiment. Encore une fois, il y a de la nuance partout. Alors la liste de produits bruts, on va en parler sur le circle. Rappelle-le moi. Et enfin, le niveau ultime, le niveau, le God mode, c'est déjà d'avoir comblé le premier, le deuxième, le troisième niveau et de manger que du bio. Alors oui, c'est cher, mais encore une fois, si vous avez les moyens, voyez ça comme un investissement. Vous en profiterez, vous en verrez les bienfaits à long terme, je vous le garantis. Bon perso, comment acheter en bonne quantité? Pour une semaine, j'ai tendance à acheter en trop grosse quantité par peur du manque. Résultat des traumas, j'y travaille. Il est très intéressant ton commentaire parce qu'il illustre les liens étroits entre la psychologie, les traumas et le rapport à la nourriture. Le chocolat noir, ça passe ou fève de cacao? Moi, je suis très, très, très partisan du chocolat noir. Mon préféré, c'est le Alter Eco. Putain, ce chocolat, il est incroyable. Alter Eco. Le 85% et encore mieux le 90%.
C'est tellement bon, mais il faut que je fasse attention parce que si j'en mange une tablette par jour, je vais pas m'en sortir. Mon total calorique explose. Mais le chocolat, c'est très bon. Le chocolat noir, il y a un peu de glucides, un peu de sucre, et parfois dans certains chocolats, c'est du sucre brut. Donc c'est du sucre qui n'a pas été raffiné, donc qui est plus digeste. C'est du cacao, donc des bonnes graisses, des protéines, des fibres. Franchement, le chocolat noir, c'est un aliment très très sain. Une bonne diète doit contenir 2-3 carrés de chocolat noir, selon moi. Oui, le Alter Eco, il est trop bon, même le 100%. Bon, le 100%, moi c'est trop pour moi. J'ai besoin d'un peu de plaisir gustatif quand même. On n'est pas des, on n'est pas des extrémistes. Alors moi, en tout cas. Bon, c'est clair pour vous, les 4 niveaux. Dites-nous quel niveau vous allez essayer de tenir cette semaine. Et surtout, dites-nous pour aller plus loin, pour aller plus loin. Ça, c'est intéressant. Ça va être marrant. Je commence par... Ah oui, je peux faire des petits traits comme ça. C'est génial, ça. Je commence par ça. Postez-moi, s'il vous plaît, une photo de l'intérieur de votre frigo et de vos placards à bouffe. On a envie de voir. On a envie de voir de là où vous partez. On n'est pas là pour se juger. Personne ne va vous dire ah là, tu manges n'importe quoi. C'est pas le but. On est là pour s'entraider, on est là pour se tirer vers le haut, on est là pour se motiver. Engagez-vous auprès de vous-même, mais surtout engagez-vous auprès de vous tous. Engagez-vous auprès de nous tous. C'est ça qui va vous aider à opérer des changements. C'est ça qui va vous aider à aller vers le mieux-être. Donc, s'il vous plaît, jouez le jeu et montrez-nous ce qu'il y a dans votre frigo. Moi aussi, je vais le faire. Par contre, on n'a pas fait les courses. Je crois que le frigo il est quasiment vide, mais vous allez voir ce qu'il y a dans mon frigo. Et je suis trop curieux de voir ce qu'il y a dans vos frigos, dans vos placards, vraiment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis là? Si tu as les moyens, va faire tes courses au marché ou directement chez des artisans bouchers, primeurs, fromagers, tu auras des produits de meilleure qualité. Ça revient à ce que je vous ai dit au-dessus. Le niveau ultime, en fait, c'est d'aller acheter des produits uniquement chez des gens qui font de la haute qualité, quoi. Et je condamne pas à 100% les supermarchés. Vous voyez, hier, je suis allé dans mon supermarché, un Leclerc qui est à 2 minutes de chez moi. Je suis allé voir le boucher qui travaille lui-même sa viande. Il y avait de la viande de race Black Angus élevée à 1 heure de chez moi par des petits producteurs dans l'étal de mon Leclerc. Donc en fait, encore une fois, il ne faut pas être dans le dogme. Il y a des bons produits partout, il faut juste faire preuve de bon sens paysan en fait. Et il faut apprendre à lire des putains d'étiquettes. Mais ça, on va en parler sur Circle. Fais le tri chez toi et dire ce qui n'a pas d'intérêt nutritionnel ou pire ce qui est néfaste pour toi. Alors ça, c'est optionnel. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est pour ceux qui veulent vraiment se mettre un grand coup de pied au cul. Si chez vous, vous avez vraiment des aliments de merde, vraiment des trucs qui vont pas vous faire du bien, il y a plein d'aliments plaisir qui sont bons pour vous. Du chocolat noir, moi je trouve que c'est un aliment plaisir. Ça c'est un énorme kiff à manger. Ça existe, il y en a plein. Mais il y a aussi des trucs que forcément, vous avez des trucs que vous avez achetés un jour, peut-être pas tous, mais certains d'entre vous, dont vous n'êtes pas fiers. Et ben, si vous vous en sentez capable, vous mettez tout ça dans un sac et vous allez le donner. Alors vous allez me dire, bah oui, mais du coup, si c'est pas bon pour la santé, je vais le donner à quelqu'un, je vais l'empoisonner. Il y a des gens qui crèvent de faim, ils seraient très contents de pouvoir manger ça plutôt que d'avoir l'estomac vide. Ce sera mieux que rien, je pense. Donc ça, c'est un truc qui peut être fait aussi. Si vous le faites, n'hésitez pas à le dire sur le circle, qu'on le sache et que ça puisse motiver tout le monde. Ah, et dernier point pour aller plus loin. Si vous avez un doute sur le gluten, si vous pensez que vous y êtes sensible, encore une fois, dans la population, il y a à peu près 1% des gens qui sont cœliaques, qui sont allergiques, qui ne peuvent pas en consommer, ça peut les tuer. Mais il y a à peu près 20 à 25% des gens, encore une fois, ça fait 10 ans que j'ai plus le sujet, il y a 20 à 25% des gens qui y sont intolérants, qui y sont sensibles. J'en fais partie. Peut-être que vous aussi, que vous ne le savez pas. Si vous avez un doute, faites le test. Testez de ne pas en consommer pendant une semaine. Et voilà, je pense qu'on a terminé. Je vous montre la dernière slide, après je lis vos questions et on termine encore, je sais pas, 10-15 minutes. Dernière slide, juste pour vous dire qu'on se retrouve demain, même heure. Flavien, très bonne remarque, tester le pain au levain. Le pain au levain, en fait, c'est un pain où on utilise, si je dis pas de conneries, des farines qui contiennent beaucoup moins de gluten. En fait, grâce au levain, le pain va pouvoir lever et être très aéré comme du pain qui contient beaucoup de gluten. Parce qu'en fait, le blé moderne, il y a plus de gluten, pourquoi? C'est pas pour faire joli, c'est parce qu'en fait, ça permet de rendre la pâte plus facile à travailler. Et donc, ça permet d'accélérer tout le processus, d'augmenter les rendements et que tout le monde soit plus content. En fait, à arriver, le consommateur, il s'empoisonne. Donc, tester le pain au levain. Du coup, ouais, demain, on parle de sport et on parle de sommeil. Pourquoi? Parce que la performance et le repos sont les deux faces d'une même pièce. Si vous faites que performer dans votre vie, vous allez vous épuiser. Et si vous faites que vous reposer, vous ferez rien de votre vie. Et soit vous serez assisté, soit vous serez à la rue, en fait. Désolé d'utiliser des mots un peu crus, mais c'est la réalité. Donc, il faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est pas pour rien que que je me suis appelé Adoméos. Adoméos, ça veut dire vers l'équilibre. Ad, homéostasie, vers l'équilibre. À part la glycine, tu conseilles quoi comme complément? C'est vrai que je me suis pas beaucoup étalé sur les compléments. Attendez. Est-ce que j'aurais pas oublié la moitié de ma slide? Ouais, non, j'ai tout dit. Non, moi, les compléments de base, écoute, c'est simple. Compléments de base, c'est ce que ton corps, c'est ce que l'alimentation est censée t'apporter naturellement. Moi, je fais la différence entre les compléments de base comme ça et ensuite les trucs que tu peux rajouter. Par exemple, tu peux rajouter des substances adaptogènes, genre de l'ashwagandha pour t'aider à réguler le stress.
Mais ça, c'est pas les compléments de base. Les compléments de base, ça va être du magnésium, ça va être de la vitamine D, ça va être du zinc, ça va être des oméga 3, ça va être ce genre de choses. Encore une fois, pour ceux qui sont intéressés par les compléments, sur le Circle, j'ai mis les liens de mes partenaires. Bah, j'ai mis un lien qui s'appelle Mes partenaires, ça va vous emmener sur la page web sur mon site. Et là, il y a tout. Il y a absolument tout. Filtre à eau, complément alimentaire, extracteur de jus pour ceux qui veulent. Encore une fois, bah, c'est comme tout, c'est un investissement. Je veux dire, je vous l'ai dit, un extracteur de jus, ça permet de remonter la pente quand on est dans un état d'épuisement avancé. Ça permet de reminéraliser, d'apporter des grosses doses de vitamines sans surcharger le système digestif. Et c'est en ça que c'est très intéressant. Le filtre à eau, pareil, ça évite de rajouter les perturbateurs endocriniens dans l'eau du robinet. Si vous vivez en ville, il y a des résidus de pilules dans l'eau du robinet, les mecs. Vous vous rendez compte du bordel que c'est? Moi, j'ai pas envie de boire ça, c'est hors de question. Donc, pour toutes ces raisons, je m'équipe. Que penses-tu des jeûnes longs, 3, 5 ou 7 jours? J'en pense beaucoup de bien, mais je pense que c'est un outil à ne pas mettre entre toutes les mains. Et je pense que c'est un outil qu'il ne faut pas. Il vaut mieux pas utiliser cet outil quand on est déjà épuisé, en fait. Quand on est déjà épuisé, la priorité, c'est d'amener de la matière première, d'amener des nutriments pour que le corps puisse relancer son métabolisme. C'est vraiment ça la priorité. Et de respirer, ça, on va en parler aussi. Et une fois que. Là, je m'adresse aux gens qui sont vraiment dans un état d'épuisement avancé, qui sortent de burn-out ou quoi. Commencez par ça. Si vous êtes en forme, si en fait vous êtes dans une situation où le stress, vous voulez vous augmenter votre niveau de résistance au stress, vous êtes en bonne forme, vous êtes en bonne santé, vous êtes sportif, tout va bien, vous êtes jeune, et que vous voulez augmenter votre résistance au stress, que vous voulez faire une détox, que vous voulez aider votre corps à se nettoyer, dans ce cas-là, un jeûne long, c'est intéressant. Pas un jeûne sec. Hein. Moi, jeûne sec, je trouve ça complètement aberrant. Ne pas boire de flotte pendant des jours, je trouve ça beaucoup trop extrême. Après, ça n'engage que moi. Hein. Vous êtes adulte, vous êtes responsable individuellement, j'insiste énormément là-dessus, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas votre guide suprême. Hein. C'est important. Combien d'œufs conseilles-tu de manger le matin? Ça dépend de ton poids, de ta stature. J'ai envie de dire, moi j'en mange 4, moi je fais 1m80, 80 kg, 82 kg. Je mange 4 œufs tous les matins, 25 grammes de protéines à peu près. Je dirais, si tu es une femme, que tu fais 1m60 et que tu fais 50 kg, mange-en 2, ou peut-être 3. Écoute, tu testes 2. Si tu sens que tu fais le test, fie-toi à tes sensations. Jeûne sec égale niveau expert du jeûne à utiliser avec précaution, à utiliser avec beaucoup de précaution. Surtout pour les gens qui sont stressés et anxieux. Surtout, surtout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vraiment, c'est le moment là. Quelle huile vous appuyez sur, s'il vous plaît? Ces derniers temps, le ghee est très diabolisé. J'utilise pour la cuisson que je fais moi-même à partir de beurre bio. J'ai jamais utilisé ce truc. Je vois bien que c'est à la mode. Je sais même pas ce que c'est. Moi, j'utilise du beurre. J'utilise parfois de l'huile de coco, la graisse de coco, parce que ça tient très bien la chaleur. Et il m'arrive encore d'utiliser de l'huile d'olive, même si c'est pas forcément conseillé, parce que l'huile d'olive tient mal la chaleur. Mais encore une fois, je ne suis pas parfait. Je suis pas là pour tout contrôler. La nutrition, ça n'est qu'une partie de l'équation. Commençons déjà par poser les bases partout, et on pourra se permettre quelques écarts et se faire plaisir. Alors, le jeûne est un booster, testé, approuvé. Chacun devra faire l'expérience, pas de petit-déj, jusqu'à 19h, tout en se levant relativement tôt, se faire un certain le matin et quand j'ai vraiment le gain d'énergie. Le jeûne ne peut pas perdurer très longtemps, à moins max. Oui, je suis assez d'accord avec ça, le jeûne c'est une expérience, mais il faut le faire quand on a les moyens de le faire. Pour jeûner, il faut avoir les moyens de ses ambitions, il faut que le corps soit capable de produire une réaction de stress, il faut que le corps ait déjà suffisamment d'énergie, et ça n'est pas donné à tout le monde. Surtout à vous, parce que si vous êtes là, à mon avis, c'est que globalement, bah, vous êtes sensible à tout ce qui est stress et anxiété. Sinon, je sais pas ce que vous faites là. Après, peut-être qu'il y a seulement la nutrition qui vous intéresse. Dans ce cas-là, vous faites bien d'être ici. Est-ce qu'on peut conserver les jus à l'extracteur plusieurs jours? Non, c'est pas une bonne chose. Moi, il y a un seul jus que je me permets de conserver plusieurs jours. C'est quand je me fais le jus citron, gingembre, curcuma. Je le bois comme un sirop. Je mets un fond de verre et après je mets de l'eau parce que c'est beaucoup trop fort. En fait, ce jus-là, il est tellement hardcore que c'est presque c'est un peu une croyance débile. Mais je me dis quelle bactérie va oser s'attaquer à ce truc. C'est idiot, mais ce jus-là, je le garde quelques jours, mais c'est surtout parce que j'ai pas le choix, je peux pas tout boire d'un coup. Mais sinon, quand je me fais des jus, en général, 3/4 légumes, 1/4 fruits, pour pas avoir trop de sucre, pour pas faire trop monter la glycémie, je les bois dans la journée, au maximum le lendemain matin. Parce que c'est des jus maison, il n'y a pas d'antioxydants, il n'y a pas de conservateurs, et donc ça s'oxyde à cause de l'oxygène, ça se dégrade, ça fermente, etc. Rien à voir, mais j'ai le bac de philo demain et je suis pas sûr d'être assez préparé. Tu as une astuce toi-même assurée. Alors, Nutagel. Tu vas sur ma chaîne YouTube. Oh bah, tu sais quoi, regarde. Alors là, moi j'ai l'astuce pour toi. Demain matin, tu vas faire une séance de Qigong. Moi, je suis pas partisan des routines du matin. Ça m'emmerde, toutes ces conneries. J'ai fait ça pendant des années. J'ai lu Miracle Morning. C'est de la merde. C'est du bullshit. C'est les routines qui durent 1h30 le matin. Faut arrêter avec ça. Là. Par contre, s'il y a un truc
qui a un rapport temps passé et résultat incroyable, c'est de faire une séance de Qigong. Et je t'ai mis dans le chat la séance que je fais et que j'ai tournée moi-même en haut de la dune du Pilat. Ça dure 15 minutes. C'est le meilleur moyen de réveiller le corps en douceur, de s'oxygéner. S'oxygéner, c'est très très important. On va en parler après-demain. Et si tu fais ça demain matin, tu devrais te sentir bien demain. Et avant ton examen, tu fais de la respiration où tu inspires 5 secondes et tu expires le plus lentement possible. Tu fais ça une dizaine de fois pendant quelques minutes, tu vas voir. Même pendant l'examen, tu peux le faire pour calmer le mental. Alors, jus d'ortie, c'est top. Bah oui, jus d'ortie, c'est top parce que les orties sont très très riches en micronutriments, sont très reminéralisantes. Case, routine d'étirement, le manque d'étirement et de respiration. Alors, ça, on en parle demain. Les étirements, c'est la mobilité. On en parle demain, mais si tu veux brûler les étapes, pas de souci, regarde. Hop, je vais t'envoyer ma routine d'étirement parce que j'en ai une également que je fais depuis des années. Alors, je ne vais pas vous mentir et vous dire que je la fais tous les jours. Ce n'est pas vrai. Par contre, le Qigong, j'essaie de le faire tous les matins. Hop, la routine d'étirement. Elle est là, la routine d'étirement. Un petit coup de fréquence cardiaque. Exactement. Je pense que tu voulais dire cohérence cardiaque. Et je me trompe parce que c'est pas exactement ça. La cohérence cardiaque, c'est 5 secondes, 5 secondes. Ça permet de réguler système nerveux sympathique, système nerveux parasympathique. Moi, ce que je proposais là à notre ami, dont j'ai oublié le nom, qui a un examen demain, c'est 5 secondes et une expiration plus longue. Et ça permet de baisser l'activité du sympathique et d'augmenter l'activité du parasympathique et donc de calmer. En fait, la cohérence cardiaque, ça régule l'activité des deux branches du système nerveux autonome. Je pense qu'on est pas mal à 20h38. Si vous avez d'autres questions, vous allez sur Circle, vous me les posez directement. Il y a aussi des channels par thématique, nutrition, sommeil, activité sportive, argent, vie sociale. Vous allez trouver votre bonheur. Merci d'avoir été là jusque maintenant. Vous êtes incroyable. Ça fait 1h40 qu'on est en live. Vous êtes encore plus de 30. J'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, soyez acteurs. Profitez de l'effet de groupe. Profitez de la communauté. Participez. Soyez engagés vis-à-vis de vous-même. Soyez engagés vis-à-vis des autres. Et faites en sorte que cette semaine provoque un énorme changement dans votre vie et que ça vous remette sur les rails et que ça marque un tournant. Et je sais très bien, je vous le dis, si vous suivez les défis, si vous suivez les challenges, c'est ce qui va se passer littéralement.